Papa, j'ai un problème. Hein? J'ai utilisé l'aspirateur pour aspirer les poils de chat. Ben, c'est bien, c'est quoi le problème? Je sais pas comment on fait sortir les chats de l'aspirateur. Oh punaise. Bonjour. Selon certains auteurs, l'homme serait doué du pouvoir de choisir, lui laissant la possibilité, en conséquence, de déterminer indépendamment de la nature la finalité de son existence, ce qu'il cherchera comme accomplissement propre et personnel, mais aussi de décider librement des moyens qu'il juge nécessaires pour y parvenir. Allez, démerde-toi, va chercher bonheur. Toutefois, nous expérimentons au cours de notre existence un certain nombre de déceptions et de souffrances issues de nos choix, nous amenant à reconnaître que nous usons de ce pouvoir parfois contre nos propres intérêts. Ceci se manifeste d'abord dans les regrets, c'est-à-dire dans l'idée que j'aurais pu faire les choses autrement. En effet, l'existence ne permettant pas les retours en arrière, le sujet prend conscience souvent tardivement, par comparaison avec les autres, son imagination ou son passé, que sa vie n'est pas nécessairement conforme à ses désirs et espérances, n'étant pas aussi satisfaisante qu'il l'aurait souhaité. Concevant les vies possibles qu'il aurait pu avoir, il se rend compte trop tard que plus sa vie avance, plus ses possibilités se restreignent, ses choix l'ayant petit à petit limité dans ses options. Kevin a 6 ans veut être astronaute. Kevin a 16 ans, il est en bac pro. Il comprend qu'il ne sera pas astronaute. C'est tout autant manifeste dans les remords, c'est-à-dire dans l'idée que j'aurais dû faire les choses autrement. Par lâcheté, fainéantise, corruption, je n'ai pas fait mon devoir, refusé de suivre les valeurs morales, et dans ma désobéissance se produit une mauvaise conscience qui me poursuit et par laquelle je me torture moi-même. Tel est l'exemple de Raskolnikov dans Crime et Châtiment, qui, hanté par son crime, sombre petit à petit dans la folie. La morsure de la culpabilité poursuit le sujet constamment à chaque instant, tel un juge et un bourreau intérieur dont on ne peut se départir, le poussant à avouer son méfait. C'est marrant, on ne peut pas vivre dans le mensonge. On doit toujours avouer le truc à quelqu'un. C'est à ça que servent les meilleurs amis, hein. C'est ça leur fonction. Voilà. Permettre de vivre avec sa conscience. Nos choix ont donc une conséquence sur notre bien-être et un usage maladroit ou malfaisant de notre liberté se retourne contre nous-mêmes sous la forme d'une vie de nostalgie ou encore sous la forme d'une misère intérieure nous rappelant constamment nos mauvais choix et piètres décisions. La conséquence est une sorte de haine et de peur de la liberté, nous poussant à différer ou transmettre nos choix à un autre qui en portera alors toute la responsabilité. On mange quoi? Ce que tu veux, vas-y. Et on regarde quoi? Ce que tu veux, voilà. Et comment ne jamais être responsable? C'est pratique ça. On refile le bébé toujours à un autre. La liberté se présente ainsi au sujet comme une forme de condamnation que l'on cherche à fuir dans des solutions de facilité, telles le déni, le conformisme ou l'obéissance aveugle, qui nous permettent de nous départir des conséquences prévisibles ou possibles de nos décisions. Si je me mens à moi-même ou que je me trompe, mais comme tous les autres, ou encore que j'obéis aux ordres d'un autre, finalement j'échappe au sentiment de devoir personnellement rendre des comptes sur mes actions. Il y a un confort psychologique à suivre et à se soumettre. Telle est la thèse défendue par le grand inquisiteur dans les frères Karamazov de Dostoïevski. Pour lui, ce que les hommes redoutent le plus, c'est la liberté de choix, d'être abandonnés à eux-mêmes et de devoir trouver seuls leur chemin dans l'obscurité. En les déchargeant de toute responsabilité, l'Église en fait des esclaves consentants, reconnaissants et heureux. Cette condamnation est d'autant plus absolue que même ne pas choisir est encore une façon de choisir, nous interdisant de différer constamment la décision. Tu sais, t'es là, t'hésites entre Simone et Jacqueline, quoi. Tu sais jamais, en fait, t'hésites, voilà, tu sais pas choisir. Bah, au bout d'un moment, c'est simple, hein, Simone et Jacqueline, elles vont se barrer avec un autre et puis ce sera réglé, quoi. Voilà. Si tu veux pas choisir, on va choisir à ta place. Choisir, c'est toujours perdre, c'est préférer une chose contre une autre et nécessairement fermer des possibilités jusque-là ouvertes et disponibles.
La question philosophique du choix commence donc par la reconnaissance qu'il est impossible de lui échapper et que son mésusage produira une souffrance qui nous hantera. La solution classique à une telle proposition est l'usage de la raison dans nos prises de décision pour limiter des erreurs découlant de trois formes de folie. L'action irrationnelle, motivée par nos appétits ponctuels, nous trompe sur ce qui est réellement bon. L'action par ignorance, qui vient de notre manque de connaissances, nous condamnant à découvrir trop tard les conséquences que nous aurions pu prévenir. Et enfin, l'action par bêtise, là où notre caractère et notre entêtement nous poussent à agir contre notre intérêt. Non, essaye pas de faire un salto arrière, c'est une mauvaise idée. Voilà. On est vraiment son pire ennemi. La raison se présente comme le moyen de parachever une liberté naturelle qui, dans sa brutalité, manque du raffinement nécessaire pour réaliser la fin qui lui a été assignée, se montrant indéterminée et finalement contre-productive en l'état. La vie plaisante vient donc avec le raisonnement sobre qui recherche les causes de tout choix et de tout refus et repousse les opinions par lesquelles le plus grand tumulte se saisit des âmes. La raison donne, premièrement, au sujet le moyen de se projeter dans la temporalité et dépasser l'actuel, souvent aveuglant et impérieux. La réflexion me permet de prendre une distance avec l'immédiateté et d'interroger l'avenir, c'est-à-dire le possible et les conséquences, permettant de relativiser ce qui se présente comme bon immédiatement et interroger un bien réellement durable et continu. Alors le club de la procrastination, c'est les mecs qui repoussent toujours tout à demain. Ouais, demain, je ferai ça demain. Ouais, plus tard. Ouais, un jour, il y a demain qui arrive et là, ça fait mal. La raison nous permet ensuite de voir, au travers des apparences et manifestations, ce que la chose est en réalité. Elle permet de comprendre, au-delà de ce qui m'attire, me fascine, de ce qui parle à mes désirs et à mon imagination, ce que cela contient dans toute sa nature, me permettant de distinguer alors ce qui est bon, ce qui me parle subjectivement, de ce qui est bien, ce qui vaut pour tous, objectivement. Non, mais quand tu réfléchis 5 minutes, tu sais très bien que la pub, elle te ment. Elle te ment, évidemment, quoi. Voilà. Tu sais que tu as acheté ce truc-là, ça ne te rendra pas heureux. Ça va rien changer, quoi. Voilà. La raison nous permet aussi, et enfin, de prendre une distance salutaire avec nos tendances et habitudes qui généralement nous mènent sans que nous y pensions. Beaucoup de nos choix ne sont que la conséquence de notre caractère qui tranche à notre place, nous plaçant dans des situations que nous regrettons par la suite. La raison nous permet donc de prendre conscience de ce qui nous conditionne et de nous en libérer, au moins possiblement. Kevin, je t'ai déjà dit qu'il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Dans ta bouche, pas celle de ta voisine. La raison nous libère dans le sens où elle prévient des maux que je m'inflige à moi-même. Mais comment le fait-elle? Comment la raison m'aide-t-elle à bien choisir et à éviter un mal? Comment la rationalité se lie au fait d'être raisonnable? Comment faire une unité de la théorie, de la connaissance avec la pratique, nos actions et plus généralement notre existence? Comment la raison nous conseille-t-elle? La raison nous éclaire visiblement dans 3 domaines distincts: la morale, la politique et la technique. Évidemment, c'est pas parce que la raison t'a dit de faire un truc que tu vas le faire. Non. On est libre de foutre la merde dans sa vie. C'est un droit. Tu sais ce qu'il faut faire, mais après, tu as le droit de faire autre chose. Voilà, chacun son truc. La morale rationnelle est le lieu d'une liberté particulière, l'autonomie, c'est-à-dire la capacité de se donner à soi-même sa propre loi. Elle s'oppose à l'hétéronomie, c'est-à-dire au fait que notre action soit déterminée par un principe extérieur et étranger à nous-mêmes. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale qui seule rend l'homme vraiment maître de lui, car l'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, liberté. L'action morale prescrite par la raison nous libère de l'empire que la nature a sur nous et de l'esclavage que cela implique. Dans toute situation impliquant un choix, la nature s'exprime en nous immédiatement par l'intermédiaire des passions pour garantir la réalisation du programme qu'elle nous a imposé. Elle nous dicte le choix qui correspond le mieux au double objectif de survivre et de rechercher notre bien-être. Bon, t'as fait une bêtise, hein? On cherche le coupable, hein? Bon, bah, si tu te dis que c'est toi, tu vas te faire punir.
C'est pas bon la punition. C'est pas bon, non, c'est pas bon la punition. Ah, c'est pas bon du tout. Voilà. Donc écoute-moi. Vas-y. Mens. Accuse quelqu'un d'autre. Vas-y. La nature nous conseillera toujours ce qui est le plus plaisant immédiatement pour nous. Mais qui lui obéit ne se distingue pas de l'animal, qui lui aussi s'y soumet, aveuglément. Suivre son bien, c'est devenir l'esclave de la nature, c'est accepter que la loi à laquelle nous obéissons soit produite par un principe étranger à notre personne. Inversement, la raison, elle, suivant le test d'universalité nommé par Kant impératif catégorique, vérifie la cohérence de ce que nous nous apprêtons à faire avec l'idée que tout le monde fasse. De même, la réflexion morale est la création d'une loi adaptée à la situation et déterminant le bien objectif qui y est adapté. Et là, la voix de la raison, elle dit dis donc, t'aimerais que à chaque fois qu'il y a un problème, on accuse toujours quelqu'un d'autre? Ça te dirait d'être accusé toi aussi, comme ça, injustement? La raison se montre libératrice de plusieurs façons. Tout d'abord, sa seule présence permet de stopper l'action. L'animal ne peut qu'obéir à la nature, il n'entend pas une faculté en lui présenter une autre voie possible que celle de l'ordre naturel. La raison ouvre ainsi un espace de liberté qui nous sort de la pure détermination impérieuse et de l'obéissance aveugle. Ensuite, elle nous offre dans son commandement un chemin possible nous sortant de l'esclavage. Libre à chacun de suivre son ordre ou non, mais cet ordre est celui que nous avons créé nous-mêmes dans cette situation. Par son intermédiaire, c'est notre loi, notre autonomie. La refuser est finalement accepter de se réduire à l'état d'animal impulsif. La liberté est ainsi l'acte dans lequel l'homme affirme son humanité en refusant la nature. La raison ouvre enfin sur un monde pleinement humain proposant des valeurs qui n'existent que par et pour nous. La morale ne se réduit pas à une réalité négative, elle n'est pas qu'une digue visant seulement à réfréner nos instincts et nos impulsions. Elle possède un versant positif présentant au sujet des valeurs dignes d'être poursuivies. De là aussi cet idéal imposé d'aimer son prochain comme soi-même. Idéal dont la justification véritable est précisément que rien n'est plus contraire à la nature humaine primitive. Pour Freud, l'être humain est soumis à des pulsions qui le poussent vers son plaisir. Alors le plaisir, évidemment, si tu cherches ton plaisir exclusivement, bah, ça risque de rentrer en conflit avec les autres, ça c'est sûr. Mais surtout en conflit avec la réalité. Ouais. Parfois, le plaisir, bah, ça te détruit. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on appelle les addictions, ou les conduites à risque, ou les sports extrêmes. La morale nous fournit tout un ensemble d'idéals, l'amour, la confiance, le courage, c'est-à-dire des valeurs supérieures à suivre et à poursuivre, qui viennent remplacer nos recherches bêtement animales et certainement insatisfaisantes pour nous. Notre espoir d'un bonheur et d'une satisfaction durable n'est pas possible dans une vie bêtement naturelle qui n'offre que des satisfactions ponctuelles et éphémères. Il nous faut des plaisirs intellectuels et spirituels qui ne sont possibles que dans une mise à distance de la pure nature. La raison nous libère donc, par la morale, d'une forme d'insatisfaction en nous proposant d'autres visées plus compatibles avec notre nature, comme la fierté du devoir accompli. Si on t'enferme dans une pièce, on te donne à manger, à boire et qu'on te laisse dormir, tu vas t'apercevoir très très vite qu'on a répondu à tes besoins animaux, mais que tu n'es pas heureux et que tu ne te sens pas libre. Voilà, c'est clair. Non, l'être humain, il est fait de besoins différents. Il a besoin de parler, il a besoin d'avoir des amis, il a besoin de se cultiver, il a besoin de jouer, il a besoin en fait d'avoir quelque chose d'autre. Voilà. Les besoins purement animaux, ça va pas. Ah, ça manque. D'un point de vue politique, la raison sait nous faire relativiser les effets désagréables et frustrants de la vie sociale. Immédiatement, il apparaît à quiconque y réfléchit que la vie en société, soumise à l'ordre légal, est tout, sauf une liberté. Une telle conscience peut amener à fantasmer sur l'envie de vivre dans un monde sans loi, où s'exprimerait notre liberté la plus complète. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. La liberté naturelle implique une soumission à la seule loi de nature qui commande de rechercher survie et bien-être. À cette fin, tous les droits sont donnés au sujet qui forge donc un monde dans lequel règne sans pitié, désir et égaux.
Le monde de l'état de nature, le monde sans loi civile, est ainsi décrit souvent comme un monde de violence où règne la domination ponctuelle de ceux qui sont le plus forts à ce moment-là. Oui, parce que pour Thomas Hobbes, en fait, la domination à l'état de nature, elle n'est jamais durable. Ouais, parce qu'on n'est jamais le plus fort. Voilà. Quand le plus fort, il dort, ben, il n'est pas fort du tout. Voilà. On peut aller lui régler son compte facile. Voilà. Et même à plusieurs. Un tel monde où la vie est brutale et brève est par nature instable et nul ne peut compter que sur ses propres forces pour se défendre et survivre. Monde de solitude, c'est aussi le lieu d'une absence de possibilité pour l'humanité de réellement posséder quoi que ce soit. Tout travail pouvant être volé, nul n'a l'idée de fournir des efforts et de développer toute l'industrie dont l'homme est capable. Les fictions post-apocalyptiques regorgent d'exemples de ce que la liberté naturelle engendre. Dans un univers où chacun peut tout faire, finalement, nul ne fait plus rien. Et les hommes luttent pour leur survie en glanant ce qu'ils peuvent, tels des animaux apeurés. Alors, on va faire un résumé du mode de vie dans les films post-apocalyptiques. Youpi, il n'y a plus de loi. Je peux dormir que d'un œil, je bouffe des boîtes de conserve glanées ici et là, j'habite nulle part, j'ai rien de stable. Ah, finalement, je me sens pas si libre que ça, non, pas terrible. À l'inverse, l'état civil, gouverné par des lois et le pouvoir de les faire régner, limite mon droit d'agir, mais les droits qui me sont laissés sont garantis par la force publique qui me protège. L'individu n'a plus à se défendre seul, il est sous la protection du corps dans son ensemble, et toutes les libertés qui lui sont laissées ne peuvent lui être retirées par personne. Il a de plus dépassé le stade de la possession pour devenir propriétaire. Dans un monde sans loi, chacun ne possède que ce qu'il tient actuellement et peut défendre par lui-même. La propriété est un droit reconnu et protégé par la force publique, qui me reconnaît le droit de jouissance exclusive d'une chose, quand bien même je ne la possède pas actuellement. L'avantage de la propriété, c'est que ta voiture, elle t'appartient toujours, même si t'es pas dedans. T'es pas obligé de la garer dans ton lit en fait pour la surveiller la nuit et dire qu'elle est à toi. T'es pas obligé de l'emmener aux chiottes non plus. Voilà, c'est l'avantage. Voilà, c'est quand même moins encombrant, c'est un avantage. On ajoutera évidemment que les lois, toutes contraignantes qu'elles soient, sont logiquement l'expression de la souveraineté générale et donc elles sont prescrites logiquement par soi-même avec les autres. Le contrat politico-social implique que la cessation de ma liberté naturelle pour une vie civile me donne une voix pour discuter et débattre des choix politiques. En conséquence, l'idée d'une liberté civile n'est pas d'avoir supprimé la liberté naturelle, mais de lui avoir donné une forme plus viable et conforme à la raison qui désormais gouverne un ordre artificiel, pacifié. Évidemment, si les lois ne sont pas imposé par la raison, mais par un tyran, un despote ou un dictateur, un chef de régime totalitaire, dans ce cas-là, la raison te commande de résister. Voilà. On n'obéit pas non plus à n'importe quelle loi. C'est-à-dire qu'il y a un processus dans lequel les lois sont légitimes. Voilà. Celui qui agit sans connaissance ou réflexion est bien souvent déçu des résultats de son action. En effet, c'est dans ce cas le hasard qui gouverne ce que nous faisions et qui commande, en dernière analyse, l'existence du produit. Pour les choses où nous sommes passés maîtres, tout le monde s'en rapportera à nous. Nous en userons à notre guise sans que personne y mette obstacle, volontairement. C'est un domaine où nous serons libres, où nous commanderons même aux autres. Celui qui ne possède pas l'habileté ou la méthode de faire quelque chose devient dépendant d'une autorité qui décide pour lui. Il se trouve commandé, car incapable de se commander lui-même, ne pouvant obtenir ce qui lui est profitable ou ce qu'il désire. Soumis à la détermination des aléas, il se trouve contraint de ne rien faire par lui-même s'il souhaite sa réussite. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une fuite d'eau. Ah, je vais m'en occuper, t'inquiète. Pas de problème. Hein? Comment ça, je sais pas faire? Mais si, j'ai vu un tuto. C'est généralement comme ça que commence la catastrophe. Voilà. J'ai vu un tuto. Inversement, celui qui connaît et suit l'ordre rationnel de la méthode se trouve libéré du commandement des autres, devenant son propre maître. Il se fait même autorité auprès des autres, qui désormais se fient à son jugement pour obtenir la fin désirée. La raison nous libère donc, dans ce cas, des aléas
de l'autorité des autres et de l'insatisfaction qui risque de nous frapper. Elle nous donne les moyens efficaces et concrets de devenir maîtres de nos actions et de nos choix. Moralité, le pouvoir de choisir ne peut être différé constamment et face à la nécessité, une décision mal éclairée se révèle dommageable pour le sujet. La raison, en nous commandant d'effectuer un certain choix, oriente le pouvoir de décider vers un profit plus sûr et durable, nous offrant en même temps les moyens d'une vie plus paisible et des fins plus élevées, nous sortant de la bassesse animale qui ne nous satisfait jamais réellement.